Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous sommes bien sur Radio Fréquence Atlantique, 3 fréquences 88.3, 89.6, non 93.6 et 105.9. Voilà. Et vous pouvez suivre les émissions sur rfaradio.fr et en direct sur nos pages Facebook. Comme tous les dimanches, nous aurons la partie information internationale et nationale, et ensuite une partie interactive à laquelle vous pouvez participer en téléphonant au 03 14 03. Alors, nous allons commencer tout de suite en précisant que nous n'allons pas faire comme traditionnellement 2 points d'actualité au début, mais simplement une partie déconstruction dans laquelle nous allons intégrer des éléments d'actualité. Mais avant toute chose, je voulais vous inviter tous et toutes à aller consulter la page Facebook de Jikambout ou bien YouTube sur lesquelles vous pourrez avoir une vidéo concernant la situation actuelle et toute la question de la pandémie, des mobilisations. Donc nous développons la position du CNCP sur cette situation. Et puis deuxièmement, je voulais vous avertir aussi que après la partie informative directe, nous allons recevoir le collectif des ouvriers agricoles empoisonnés par les pesticides, qui a tenu une conférence de presse pour faire le point sur la lutte qu'ils mènent, sur les avancées, sur les revendications, et notamment pour présenter une pétition de soutien que toute la population est appelée à signer. Pas seulement la population martiniquaise, mais aussi les amis de l'étranger, les personnes humanistes qui soutiennent ce combat-là. Vous pouvez également trouver le texte de la pétition sur la page Facebook de Jikambout, mais également sur le site change.org, qui soutient cette pétition. Donc voilà pour le programme d'aujourd'hui. Et nous allons commencer cette partie des constructions en insistant sur le fait que nous sommes en Martinique dans une situation très tendue, à la croisée des chemins, parce qu'il y a des mobilisations sociales très fortes contre l'obligation vaccinale et le pass sanitaire. Beaucoup de gens se concentrent sur cette lutte qui est absolument importante, urgente, puisqu'elle met en péril l'emploi du personnel de la santé, parce qu'elle met en question le droit à la santé de notre population et les mesures dictatoriales sur le plan sanitaire qui se cachent derrière la soi-disant lutte contre la pandémie. Donc, toutes les attentions sont concentrées sur cela. Mais dans cette partie des constructions, ce sur quoi nous voudrions insister, c'est qu'il nous faut avoir une vision globale de toutes les problématiques, de tous les défis auxquels nous sommes confrontés, pour que cette lutte que nous menons puisse aboutir. Parce que si nous ne la recadrons pas dans le plan général qui est développé par les gouvernements, les puissances occidentales, le risque d'épuisement va nous toucher et nous n'obtiendrons pas nos objectifs. Je pense par exemple au combat mené par les Gilets jaunes en France. Leur lutte était légitime, les revendications étaient claires, précises, les mobilisations étaient puissantes. Qu'est-ce qu'il a fait le gouvernement français? D'une part, la répression, éborgner, frapper, mutiler, mais c'est surtout qu'il a joué sur le pourrissement. Après des années de mobilisation tous les samedis, évidemment, la mobilisation s'est essoufflée et le gouvernement a repris sa dynamique d'écrasement des droits sociaux, et de destruction des droits humains et des protections législatives dont disposait la population. Donc le risque que nous avons à éviter, c'est que cette tactique d'essoufflement, de pourrissement, nous conduise à l'échec tout simplement. Alors, pour que cela n'arrive pas, il est absolument fondamental
que nous ayons une vision plus claire de l'affrontement global qui se passe entre les classes dominantes, les gouvernements qui sont à leur service d'une part, et les peuples en général de la terre, mais le peuple martiniquais en particulier. Il faut absolument que nous ayons cette vision globale, d'abord pour comprendre qu'il y a une guerre, une véritable guerre qui est en train de se dérouler entre ces deux camps-là. Les classes dominantes et les gouvernements ont bien compris qu'ils n'arrivent plus à tromper les populations, qu'il y a une exaspération générale, que les gens voient de plus en plus où sont les responsabilités et la nécessité de changer le système. Donc, ces classes dominantes et ces gouvernements, ayant bien compris cela, ont mis en place une dynamique de fascisation de la société. Faire sauter toutes les protections législatives, détruire tous les organismes qui permettaient aux gens de se défendre, espionner partout et redoubler dans ces tactiques de répression. C'est une guerre, c'est bien une guerre qu'ils mènent contre les peuples. Et si nous ne sommes pas conscients de cela, nous n'allons pas gagner le combat que nous menons contre les mesures dictatoriales qui concernent la vaccination et le pass. Nous allons tomber dans la dynamique de pourrissement et au bout du compte, le gouvernement va continuer sa stratégie. Dans une guerre, qu'est-ce qui est déterminant pour que quelqu'un gagne, pour qu'une armée gagne? Il faut que les gens soient motivés. Le moral des troupes est indispensable pour être capable de vaincre l'ennemi. Mais le moral des troupes se fonde sur quoi? Soit il y a une conviction fanatique de défendre une cause juste seulement, et à ce moment-là, on est prêt à des sacrifices, mais on n'a pas forcément une stratégie qui corresponde aux attaques de l'ennemi, et en règle générale, on peut perdre cette guerre. Donc, mais le moral des troupes reste indispensable. Il faut qu'il s'appuie sur des convictions, certes, mais il faut surtout qu'il s'appuie sur la compréhension des enjeux, sur la connaissance de l'ennemi et sur l'organisation fondée sur une stratégie lucide, responsable. C'est ça qui nourrit le moral des troupes. Alors quand on a compris, quand on a ces éléments-là, et puis qu'on a le moral, alors là, on gagne, quelle que soit la puissance de l'ennemi. Le petit peuple vietnamien a écrasé l'armée des colonialistes français, la fameuse victoire de Dien Bien Phu. Quand le plus grand impérialisme, le plus armé, le plus puissant est venu l'occuper, a soutenu des supplétifs, l'a bombardé au napalm pendant des années, il a résisté et il a gagné la guerre contre l'impérialisme américain. C'est parce que il y avait le moral des troupes, du peuple vietnamien, mais un moral qui s'appuyait sur la connaissance de son histoire, sur l'organisation des mouvements de résistance, sur l'implication unitaire de tout le peuple, des enfants, des grandes personnes, etc. Donc, quand on peut être peu nombreux, mais quand on a le moral des troupes qui s'appuie sur une connaissance des enjeux et de la stratégie de l'ennemi, pour élaborer une contre-stratégie, on est sûr de gagner la bataille. J'ai signalé la bataille de Dien Bien Phu. Personne n'aurait imaginé que ce camp retranché, avec des armes immenses, protégé par une barrière de montagne très élevée derrière, aurait pu tomber devant les résistants vietnamiens. Pendant des années, et c'est sur la durée que se joue l'engagement dans ce genre de guerre, le peuple vietnamien a fait monter des canons, des armes sur l'autre flanc de la montagne, en tirant avec des cordes, des rondins de bois, des centaines de gens, pour organiser une ligne d'attaque au sommet des montagnes et déjouer la puissance des troupes françaises à Dien Bien Phu.
j'insiste sur cela pour dire que nous pouvons gagner le combat qui nous oppose au pouvoir colonial français, à sa dynamique de fascisation, à condition que nous connaissions les enjeux, que nous les voyions de façon globale et que nous élaborions une stratégie valable. Alors, quand on parle des enjeux de cette guerre frontale qui nous oppose non seulement au pouvoir colonial français, mais aux multinationales en général et aux impérialismes, il faut qu'on comprenne sur quel terrain nous avons à nous organiser pour nous battre. Quels sont les défis qui s'opposent à nous aujourd'hui? Nous l'avons déjà dit, mais il nous faut le rappeler. Le premier problème, c'est un danger de guerre mondiale qui s'annonce, qui se précise, et qu'on nous fait oublier à travers la propagande sur le Covid ou toute autre chose chèque d'énergie de 100 €. Ce qui se passe et qui se confirme semaine après semaine, c'est que les impérialistes occidentaux savent qu'ils vont perdre leur hégémonie. Ils savent qu'ils sont chassés des pays africains qui commencent à passer des accords avec la Russie, la Chine. Ils savent également que la Chine, à l'heure actuelle, rien ne pourra empêcher qu'elle ne devienne la première puissance économique et commerciale. Ça veut dire que tous les marchés états-uniens, européens, sont en train d'être conquis. Et donc cela va entraîner une crise profonde de ces systèmes économiques impérialistes occidentaux. Joint à cela, les contradictions liées à cette mutation économique qui accélère. Je prends le cas de la fermeture d'usines en France. Je prends le cas de supermarchés qui ont des rayons de plus en plus vides, parce qu'il y a un problème de fabrication de composants en Chine qui n'arrive plus. La Chine garde ses composants. Et les composants, c'est dans tous les appareils, dans toutes les technologies. Et puis, il y a le problème des conteneurs. Puisqu'ils sont trop peu nombreux, il y a eu des accidents de porte-conteneurs, qui font que un conteneur est loué à des sommes astronomiques. Beaucoup ne peuvent pas le faire. Et ce qui fait qu'il y a moins de marchandises, moins de possibilités que les éléments nécessaires à la production et à la vie économique tout simplement se réalisent correctement. Donc, cette contradiction qui concerne le commerce international accélère les difficultés connues par les pays occidentaux, pendant que la Chine, elle, continue à marquer son territoire, à élargir. Chaque fois que j'en parle, je précise à l'intention des gens mal intentionnés que nous n'avons pas à nous réjouir que la Chine prenne la place des puissances occidentales. Tout ce qui est dépendance est mortifère. Que ce soit dépendance de l'impérialisme occidental ou de la Chine, cela c'est un danger pour l'humanité, c'est quelque chose d'inacceptable. Ça ne peut pas être un chemin pour la vie et l'organisation de la vie des gens. Donc, cette crise qui accélère les difficultés de l'impérialisme français accélère aussi, par voie de conséquence, le krach boursier que tout le monde savait imminent, avec la débâcle des systèmes bancaires, avec l'impossibilité de financer le développement. Bref, le krach 1000 fois plus criminel que ce qui s'est fait en 1929, qui s'annonce à l'horizon. C'est ça la réalité. Voilà le premier défi qui est pour nous. Donc, la guerre que nous menons, oui, on parle de mesures sanitaires, mais comme cela va arriver, ce défi-là que nous aurons à surmonter, cette situation de guerre, ben, il faut qu'on se prémunisse, qu'on fasse la prévention. Cette semaine,
N'avez-vous pas entendu la déclaration de Joe Biden disant que si la Chine attaque Taïwan, il va répondre militairement? Vous vous imaginez que c'est la Morse qui est là. Alors, il y a un ministre du département d'État des Affaires étrangères qui dit non, on va chercher des solutions, mais Joe Biden a donné le là. Cette semaine, la France a lancé un satellite militaire le plus performant de l'histoire de l'espace, satellite qui est capable de résister aux conséquences de l'explosion d'une bombe nucléaire. Ça veut dire que les plus grandes technologies pour justement permettre de se positionner dans le cadre de l'arrivée de la guerre. Entre parenthèses, vous imaginez le coût de ce satellite militaire-là et le nombre de lits d'hôpitaux de réanimation qui auraient pu être faits avec cela, avec ces sommes. Bref, ça c'est un aspect. Et puis, pour ceux qui suivent l'actualité, toutes les infrastructures politiques internationales, tous les accords internationaux, tous les pactes qui unissaient les différents pays, notamment pays capitalistes, sont en train de se déliter. L'Union européenne continue son explosion, son implosion après le Brexit, puisque pour l'Hongrie, bref, vous suivez un peu les contradictions qui font que cela est de plus en plus difficile. Aujourd'hui, certains pays européens, dont la France, disent, bon, il faut qu'on fasse autre chose que l'OTAN, parce que les États-Unis ont fait comprendre à la France, bon, l'océan Indien, là, tu ne comptes pas. Donc, il y a une décomposition des structures qui étaient déjà préparées pour l'affrontement, et évidemment, ça sous-entend que l'incertitude peut déboucher et accélérer davantage la question de la guerre. C'est le premier défi dont nous devons prendre conscience. Ça veut dire qu'à un moment, si l'année prochaine la guerre pété, et puis nous avons 80% de notre alimentation qui arrive de l'Europe, est-ce que c'est ce jour-là qu'on va commencer à planter? Ou bien est-ce qu'il nous faut changer de stratégie économique pour dire non à la monoculture d'exportation, non au tourisme générateur de devises dans un pays comme le nôtre, avec les problèmes de circulation qu'a révélé la pandémie de Covid-19, comment on développe une économie endogène. Donc ça, c'est le premier défi. Deuxième défi, c'est l'imminence de catastrophes environnementales majeures. On l'a assez dit, il y a des manifestations partout, il y a des rapports des scientifiques partout qui disent nous aurons de plus en plus d'inondations et de sécheresses alternatives, nous aurons des tempêtes et des cyclones de plus en plus violents, le climat est totalement déréglé. Et cela va provoquer une crise alimentaire, puisque qui dit inondation et sécheresse dit disparition de la base de l'alimentation mondiale. Dans un contexte où les multinationales, celles qui frôlent avec les multinationales pharmaceutiques, il y a des transferts de capitaux entre les uns et les autres. Dans un contexte où les multinationales captent des semences non renouvelables qu'ils vendront au prix fort pour ceux qui peuvent payer. Donc, ce défi environnemental qui nous concerne directement, puisque nous sommes une île dont les côtes seront érodées, qu'il y a une augmentation du niveau de la mer, parce que nous sommes concernés par... et le deuxième défi nous dit, si la catastrophe arrive la semaine prochaine ou l'année prochaine, est-ce que c'est les tests ou les vaccins qu'ils veulent nous injecter qui vont sauver le peuple martiniquais? Si on n'a pas une réponse globale à tous ces défis-là, ben c'est de l'eau nous cachailler en panier. Il faut bien comprendre que ce qui se passe
concernant le premier défi, nécessité de la prévention du changement du type d'agriculture, d'économie, afin que ce soit endogène, s'applique également dans la préparation des risques, la prévention des risques majeurs. Les écoles devraient, et dès la maternelle, mobiliser nos enfants, les associations, la télé, au lieu de nous servir ces séries que je préfère ne pas qualifier, devrait quotidiennement contribuer à la préparation de ces réponses à de tels défis. C'est le deuxième défi. Le troisième étant que le système économique global, on l'a évoqué avec la concurrence avec la Chine, va connaître une crise profonde. Donc, les transferts de marchandises, le coût des marchandises, tout cela aura un impact dans un pays où le pouvoir colonial tue toute la production endogène, tue volontairement toute la production endogène. Donc, ce troisième défi-là nous amène à la même conclusion. Il nous faut nous préparer. Alors, peut-être que, comme on dit, à quelque chose, malheur est bon. La crise que nous connaissons avec la pandémie et la volonté d'écraser le peuple martiniquais que développe le pouvoir colonial et les institutions de santé, les administrations qui se chargent de la santé, c'est une aubaine pour nous, c'est une opportunité pour dire, eh bien, c'est l'occasion de faire un essai réel, à grandeur, à échelle générale, de nos capacités à réagir face aux catastrophes, face à tout ce qui se passe, à surmonter nos difficultés, nos divisions, pour pouvoir être en mesure. Donc, qu'ils agissent, nous allons défendre nos droits concernant le droit du travail, le refus d'utilisation de notre corps, de notre libre arbitre. Il faut intensifier la lutte sur ce plan-là. Et il nous faut la gagner. Mais en même temps, il faut profiter du moment pour pouvoir nous organiser, pour être en mesure d'affronter tous les défis dont nous avons parlé précédemment. Alors, évidemment, organiser la prévention, la résistance sur le terrain, comme pour le peuple vietnamien, cela nous sera possible. Mais il y a une condition fondamentale à cela. D'abord, que nous ayons confiance en nous-mêmes. Nous avons déjà commencé à comprendre que maman la France, c'est pas ça qui va nous alimentation. Nous voyons que nous perdons tous les droits sociaux qui servaient de chantage, sécurité sociale, retraite, tout ça, droit du travail, ils sont en train de saccager tout cela, services publics, d'école. On a déjà compris ça. Nous avons déjà compris aussi que nous avons des moyens, des capacités, des compétences, notamment dans notre jeunesse, pour régler nos problèmes. Nous avons compris que le plan de génocide par substitution est en marche. Tout cela, nous l'avons compris. Mais il y a malgré tout quelque chose qui nous freine. Nous n'avons pas confiance en nous-mêmes. On nous a inculqué un réflexe d'auto-dénigrement systématique et de division. La première chose à faire dans ce combat-là, nous avons dit que c'est une aubaine pour nous organiser, c'est de profiter de cette crise pour lutter contre la division, pour montrer que nous sommes capables de faire ensemble. Pour prendre exemple, sur la Barbade, j'ai dit que je faisais allusion à l'actualité. La Barbade a rejeté son statut qui faisait que, après son indépendance, la reine d'Angleterre, c'était le chef d'État de Barbade. Ils se sont transformés en république. Le peuple barbadien a élu une présidente qui a dit qu'il fallait que ça finisse
nous sommes capables, nous, peuple barbadien, de nous gérer. Oui, nous aurons des relations, nous sommes pressés de continuer d'avoir des relations avec la Grande-Bretagne, mais c'est d'égal à égal. La Barbade est 3 fois plus petite que la Martinique. Notre population est plus nombreuse. Et les gens qui disent l'indépendance c'est Haïti se gardent bien de dire qu'au niveau de développement humain, la Barbade est citée dans les premières dizaines pour tous les pays dans le monde. Quand vous allez à Barbade, beaucoup de Martiniquais ont déjà eu l'occasion d'y aller. Vous voyez bien qu'elle n'a rien à nous envier. Ce petit pays prend ses responsabilités. Donc nous devons surmonter cet taux de dénigrement, cette soumission, cette peur qui ont été inculquées par le pouvoir colonial et ses propagandistes pour dire oui, nous pouvons. Alors, première condition, il faut savoir que nous sommes capables, mais la deuxième et fondamentale condition, c'est celle de l'unité. Nous sommes divisés. Nous sommes profondément divisés. Notre culture, c'est une culture de la solidarité, dans les familles, dans les quartiers. Elle est là, cette culture. Dans la pratique, nous avons des comportements de solidarité. Nous sommes entre nous très complices. Quand nous voyons quelqu'un subir une injustice, quelle que soit, en général, on prend position pour l'exprimer contre celui qui commet l'injustice. Donc c'est le fondement de notre culture. Mais dans notre esprit, avec la propagande qui a été faite pendant des siècles, nous n'en sommes pas conscients et dans notre langage, dans notre façon de réagir, ce qui semble dominer justement, c'est la division. Alors, pourquoi la division? Là aussi, quand on disait qu'il fallait réfléchir aux motivations, aux enjeux, aux atouts, etc. Que ce soit en Martinique, que dans quelques pays de la Terre, il y a une chose qui est évidente, c'est que la personne humaine a en elle des éléments qui poussent à la division. Par exemple, je pense à un psychologue, Mariaï, qui avait fort justement expliqué cela dans une école des parents. L'agressivité qui est en nous, c'est quelque chose de naturel et de salvateur. L'être humain avait besoin de l'agressivité pour défendre son droit à la vie quand il cherchait le feu, etc. Pour réagir quand un ennemi vient, quand un chien attaque, si vous avez peur, mais si vous montrez une réaction agressive, la bête sauvage fait. C'est quelque chose qui fait partie du fondement même de l'humanité. Sauf que l'agressivité avait été matée par les réseaux sociaux, ça peut prêter à confusion, les relations sociales qui ont été instituées au cours des millénaires. Alors, soit par la contrainte, soit par la nécessité. Et donc, on a des règles de vie, des règles dans le village, des règles qui ont amené à limiter l'agressivité. Mais elle est là. Ce qui se passe, c'est que quand la structure de la société est stable, qu'elle soit injuste ou pas, mais quand il y a une certaine stabilité de la société, par exemple, qu'on accepte l'ordre venant de haut, il y a moins de débordement. Mais au fur et à mesure, nous voyons ça actuellement, quand la pyramide s'écroule, on apprend que dans l'église catholique, il y a eu 300 000 viols. On apprend que beaucoup de ministres volent de l'argent et envoient dans les paradis fiscaux. On apprend que la structure qui nous imposait des ordres n'est pas crédible. Et puis que, parallèlement à ça, il n'y a pas de formation, d'éducation dans les médias. C'est la lutte qui est développée, les essais de lutte qui sont développés. Alors les gens perdent leur repère. Ce n'est pas les enfants seulement qui perdent leur repère. C'est les gens, en général, la société qui perd ses repères. Et ce qui fait que
dans un contexte comme ça, la division se développe. Ça, c'est la première chose à comprendre quand on dit « Ah, nèg pas quarantaine ». Ce n'est pas nèg qui pas quarantaine. Les êtres humains ont des raisons objectives qui expliquent leur division. Mais la deuxième, c'est l'idéologie de classe. Parce que la classe dominante développe dans les films, à l'école, dans ses romans, dans ses chansons, des thèses qui font que l'opinion générale est nourrie de l'idéologie de la classe dominante. Ça veut dire que tout le monde est individualiste. Pourquoi? Parce que depuis les débuts de la Révolution française, et même, disons, depuis l'apparition de l'humanisme, qui est vanté comme le siècle des Lumières, etc., eh bien, le temps où la référence était Dieu, la religion, est fini, et on est passé dans le temps de ce qu'ils appellent l'anthropomorphisme. C'est l'homme, individu, qui est au centre du monde. Et la bourgeoisie, qui avait besoin de développer son idéologie, l'a transmise dans tous les circuits possibles où les idées circulent. Ce qui veut dire que même quand on est au bas de l'échelle, quand on est un ouvrier agricole, quand on est un petit parmi les petits, ce qu'on reçoit comme éducation, je mets l'éducation entre guillemets, c'est l'idéologie de classe. Et à l'heure actuelle, l'idéologie dominante dans la société, c'est l'idéologie de division menée, développée par la classe supérieure, par la bourgeoisie en général. Ça veut dire que c'est l'individualisme, c'est l'égoïsme, c'est l'élitisme. Je sais, parce que je dis, c'est bon, etc. C'est avec toutes les déformations, égaux, etc. La compétition, il faut savoir se vendre, etc. Donc, cette idéologie fait que dans la société, nous, Martiniquais, nous avons notre base culturelle commune qui nous unit, qui est positive, qui est solidaire, mais celui qui est plus ou moins aliéné par l'idéologie bourgeoise va la défendre contre celui qui est moins aliéné et qui voudra développer des circuits de solidarité, de partage, etc. Les divisions du peuple martiniquais s'expliquent par la pénétration de l'idéologie dominante de classe. Il faut bien comprendre cela. La troisième cause des divisions, et celle-là est encore plus importante, parce que venant s'ajouter aux deux autres, c'est ce travail qui a été fait et qui a été synthétisé avec la question du syndrome de Lynch en Martinique pendant des siècles de domination et particulièrement sous la période de l'esclavage. Un travail conscient a été fait pour diviser le peuple martiniquais. Lisez le fameux discours de Lynch. Tu opposeras le mari à la femme, l'homme à la femme, le vieux à l'ancien, celui qui habite sur le morne ou celui qui habite dans la plaine, etc. Tu répéteras sans cesse les différences, tu les accentueras. Si tu fais bien ce travail-là, tu n'auras même plus besoin de continuer à le faire. Il va se perpétuer de lui-même. Nous subissons le poids de cette maladie mentale. C'est une maladie mentale. Et quand on dit maladie mentale, il ne faut pas prendre ça péjorativement. C'est un trouble à soigner. Comme quand nous avons mal au bras, nous le soignons. Nous avons une maladie qui nous a été inculquée, c'est celle du syndrome de Lynch. Donc, ça vient s'ajouter aux deux premiers. Mais quand nous avons dit ça, c'est pour aboutir à la conclusion que la condition fondamentale dont nous avons parlé pour gagner la guerre contre les classes dominantes, c'est l'unité. Et que si nous ne faisons pas le travail pour lutter contre ces travers que nous avons développés, et pour construire une unité solide, nous n'allons pas gagner la guerre. En clair, celui qui continue à dénigrer ses proches, celui qui continue à ne pas résoudre les contradictions au sein de la famille ou au sein du quartier ou au sein de ses collègues de travail par une politique réfléchie,
contribue au maintien de la domination et à notre impossibilité de changer les choses. Donc nous avons un combat à mener pour comprendre ce qu'est la construction de l'unité. Quelle belle chose s'est produite cette semaine qui rend fiers tous les Martiniquais, ces centaines de motards qui vont à l'hôpital, au CHU pour soutenir le personnel de la santé. Ce ne sont pas les seuls. On a eu les employés de EDF, on a eu hier après-midi les responsables des pompes funèbres. On a beaucoup de secteurs qui disent non, nous sommes solidaires du personnel de la santé. Eh bien, cet exemple, ces belles choses qui nous font être fiers de nous, nous devons comprendre, nous n'avons pas seulement à applaudir ce que les autres font de bien, nous avons, nous, à agir pour développer cette unité. Nous devons nous réunir dans notre famille pour dire à nos enfants, à nos proches, dans la maison, le combat qui se passe là, ce n'est pas seulement un combat contre le vaccin obligatoire ou le pass sanitaire. Nous nous battons parce que nous avons trouvé le front. C'est là qu'ils nous ont attaqués. Et il nous faut gagner. Mais c'est un combat plus général pour pouvoir arrêter le processus de fascisation des impérialistes et du pouvoir colonial. C'est un combat pour nous donner les moyens de préparer notre vie en cas de guerre généralisée, en cas de catastrophe environnementale. C'est un moyen pour réorienter, c'est un moment, où nous pouvons réorienter les choses malgré eux. Parce qu'ils pensent affaiblir les combattants avec leurs menaces d'emploi, de radiation, etc. Mais en faisant ça, ils vont aggraver leur crise. Parce que les patients qui ne sont pas soignés, ceux qui meurent, vont monter au créneau aussi. Et que ça ne nous empêchera pas, nous, Martiniquais, de trouver des solutions alternatives, dissidentes, pour porter réponse aux problèmes que nous trouvons. Ou pas les payer moins, ni en leur payer moins. Parce que c'est illégal. C'est une violation du droit de travail. En attendant, mon capigé 4 mois, mon capigé 6 mois. En m'organisant dans mon quartier, en organisant dans ma famille, en faisant comprendre à mes enfants qu'il faudra faire des sacrifices, nous qu'à piger, mais nous qu'à manger. Nous qu'à tirer tout ça qui n'est pas essentiel, nous qu'à laisser tomber. Nous qu'à y manger. Nous saurons nous organiser pour être solidaires, pour manger, pour avoir l'essentiel. Et pour préparer les choses. Le moment venu, quand ils auront échoué, parce qu'ils vont échouer, il faudra mener l'offensive sur le plan juridique, y compris international, en nous appuyant sur l'Organisation internationale du travail et sur toutes les conventions internationales qui ne pourront pas contourner, pour exiger payer moins, la rente à la plus indemnité. Quand ils ont mis à l'écart les fonctionnaires sous la base de l'ordonnance 1960, il y en a qui ont accepté, mais il y en a qui ont résisté. Le père Mauvois, Walter Guito, il a fait miel, il a fait poule, il a levé Yisho, tout Yisho réussi. Mais au bout du compte, des années et des années après, des dizaines d'années après, leurs droits ont été reconnus. Je ne parle même pas de Alain Plenel. Mais ce qui veut dire que si nous savons tenir dans la durée, si nous savons nous structurer pour résister sur le long terme, on est d'ici là, j'ai été pété, puis nous étions non, ça n'a pas vu, nous ne pas manger. Nous avons baissé les bras. Et bien maintenant, commençons à résister. La durée, c'est notre allié. Ils ne pourront pas tenir contre le peuple organisé. Le personnel de la santé, vous allez le mater, infirmiers libéraux en tout coin Martinique, car les soins moun, je pété au dehors. Mais quand cette armée-là va sillonner ces mêmes quartiers pour parler à leurs patients, pour chercher des solutions, pour développer l'unité, vous allez pouvoir gagner. C'est vos 2 ou 3 gendarmes qui viennent là. Ça ne va pas se passer comme en 1870. Vous pas qu'à tuer le monde comme ça. Vous n'avez pas qu'à tuer le monde comme ça. Donc, ce n'est pas votre force dans le contexte actuel qui seront capables
d'écraser notre résistance. Les excès qui ont été faits à l'hôpital, au CHU, où des forces de l'ordre sont rentrées, agressées des personnels dans les couloirs, utiliser des lacrymogènes, même si vos médias malpropres, je veux dire malpropres, vont dire à l'étranger que des patients, des personnels non autorisés étaient rentrés faire du scandale à l'intérieur, donc les gendarmes ont été obligés de les extirper. Même si vous continuez à dire ça, les vidéos ont prouvé que vous êtes des menteurs, que vous êtes des dictateurs qui rentrent dans un hôpital de façon indue pour arrêter des gens qui n'ont rien fait de mal. Ça ne va pas passer. Donc, ils ont vu que l'opinion s'est retournée contre eux. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ils font semblant de faire marche arrière. Ce n'est pas ça qui doit nous faire baisser la garde. Ils ne pourront pas gagner ce combat-là avec leurs forces de résistance. Tous ces corps de métier qui s'allient, c'est eux qui représentent la force. Et nous, généralement, le peuple martiniquais, c'est nous qui représentons la force. Alors vous avez vu maintenant que toujours pour essayer de discréditer le mouvement, le légitime combat des personnels de santé, on commence à faire une campagne pour dire et ce sont des racistes. Ils sont venus insulter des gens qui pacifiquement faisaient leur travail. Messieurs les expatriés, faites attention. Le peuple martiniquais n'est pas un peuple raciste. Le peuple martiniquais, c'est un peuple accueillant, tolérant, respectueux de la personne humaine. Et jamais vous ne ferez croire à quiconque qu'ils sont des racistes. C'est vous qui êtes les racistes, qui venez participer au génocide par substitution, qui essayez de discréditer une lutte juste, que vous savez nécessaire pour le peuple martiniquais, parce que vous avez besoin de vous implanter dans la colonie et faire de la planche à voile. Si vous respectiez le serment d'Hippocrate, si vous respectiez la dignité humaine, vous auriez compris que ce n'est pas... Que c'est quoi le racisme? Le racisme, c'est une théorie qui dit qu'on est divisé en classes et on a une classe qui a le droit d'être hégémonique, qui a le droit d'imposer ses lois, de faire ce qu'elle veut chez l'autre. C'est ça le racisme. Celui qui se défend contre l'occupation, contre l'injustice, ne peut pas être raciste. Si les Allemands avaient gagné la guerre et qu'ils étaient encore en France, vous, Français, vous auriez accepté que ce soit des Allemands qui soient à la tête de toutes les administrations, de tous les services. Vous auriez accepté que, ne parlons même pas des Allemands, alors imaginez, peuple français, médecins français, infirmières françaises, vous auriez accepté en France que le directeur, que le président, que les ministres, que les directeurs d'ARS, que les directeurs de gendarmerie, que les directeurs d'armée soient noirs, et puis ils sont tout en blanc. Et puis si vous rebelliez, vous auriez accepté qu'on vous dise que vous êtes des racistes. Non, on a le droit de lutter pour que son pays soit représenté par des gens qui sont du pays. On a le droit de faire en sorte que les enfants du pays travaillent dans leur pays et qu'il n'y ait pas de favoritisme en faveur de gens qui viennent de l'extérieur. De favoritisme, je dis bien, ils sont favorisés. Prime l'hôtel pour ces gens qui viennent. Ils n'ont pas jamais balé remplaçant ça. Fermons la parenthèse. Donc, il est important que nous comprenions que ce n'est pas une lutte raciste, c'est une lutte de dignité et que les gens qui prennent cet argument-là pour collaborer avec le pouvoir colonial sont aussi nos ennemis. Alors, je veux terminer avec cette partie des constructions en disant que nous, Martiniquais, nous sommes émotionnels, nous réagissons vite, nous crions fort quand il y a quelque chose, mais notre culture, et nous le savons bien dans notre fort intérieur, ce n'est pas ça. Notre culture, c'est la justice, c'est le partage, c'est le respect humain, c'est ça. Nous avons besoin de nous appuyer sur cette culture-là aujourd'hui, plus que jamais, pour nous organiser et pour penser la stratégie qui nous permettra de gagner ce combat-là que nous menons
contre la dictature sanitaire, mais en même temps pour nous préparer à mener tous les autres combats contre le pouvoir colonial français et tous les collaborateurs qui viennent défendre ces positions, qui viennent essayer de nous dénigrer, alors qu'ils savent bien que le peuple martiniquais est dans son bon droit, mais une chose est sûre, nous allons gagner ce combat-là. Il n'y aura pas d'autre 1870 en Martinique. Je vous remercie.